Tout le monde, ça va mal. On est au 5e siècle, c'est la chute de l'Empire romain. Tout ce que vous connaissez, si vous habitez dans ce temps-là, ça n'existe plus, c'est plus valable. Il va y avoir une survivance de l'Empire, on va appeler ça Byzance, ça va être à l'Est, mais autrement, c'est un peu le chaos généralisé. Ou en tout cas, c'est ce qu'on dit dans certains cercles. Aujourd'hui, je suis avec Vincent, puis on va examiner un peu ce fameux 5e siècle. Moment de transition, naissance du Moyen-Âge, fin définitivement d'un empire quasiment millénaire. Est-ce que c'est la fin? Ça, c'est l'idée intéressante à se poser. Puis comment est-ce que ça a été vécu par ses contemporains aussi? Parce qu'on a ces repères-là, tu sais, pédagogiques, où est-ce qu'on nous enseigne, tu sais, par exemple, la disparition de l'Empire romain. 476, le héros Lodoacre dépose le dernier empereur, Romulus Augustule. C'est la fin de Rome, c'est la fin des Romains. Écoute, Ouais. puis... Quelques phrases dramatiques oui, qui, ben comme absolument. ça, mettent fin à un gros chapitre de l'histoire. Et ça, on en fait un gros élément de rupture, OK, pour passer de l'Antiquité au Moyen-Âge dans notre manière d'enseigner l'histoire puis de créer une ligne du temps intelligible pour les gens qui n'ont pas nécessairement 2 heures à passer, tu sais, à discuter du 5e siècle comme on va le faire là. Mais c'est aussi un siècle de continuation. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que si nous, on le perçoit comme le moment de la chute d'un empire, qu'est-ce que ça a voulu dire pour ses contemporains? Est-ce qu'eux autres étaient conscients nécessairement de cette transition-là? On aime fermer le classicisme par cette espèce d'événement quasiment apocalyptique, où est-ce qu'on a un ensemble politique qu'on a connu là, pendant le plus clair de l'Antiquité en Occident. Là. Donc, disons qu'on a été romanisé, là, grosso modo, dans certaines provinces, là, comme la Gaule ou Hispania, l'Espagne, pendant 4 à 500 ans. Donc, c'est virtuellement là, tout ce qu'on a connu en termes historiques. À l'Est, c'est une autre histoire, mais ça va profondément influencer la civilisation occidentale. Et des fois, j'ai l'impression, pour expliquer notre genèse occidentale, on a besoin de cette espèce de moment de fracture pour être capable de créer une narrative simple qui est intelligible. Oui, parce que ça aide de comprendre des choses compliquées que de les réduire à des événements clés ou à des moments importants. Ça nous permet d'avoir une espèce de lucidité, si on veut, une certaine mainmise. Ben, disons que c'est une grosse bouchée puis que ça te permet de la mastiquer là, bien tranquillement là, pour être capable un petit peu mieux que moi. d'avaler là, sans t'étouffer. Puis je pense que c'est ça l'objectif finalement de la pédagogie. Mais écoute, Vincent, la grande question, c'est les Romains à Rome, ils font quoi en 476? Les Romains à Rome, en 476, ils font pas grand-chose de très différent. C'est ça. C'est-à-dire que le changement dans les sociétés, ça s'opère toujours un peu sur le temps long. On parlait tantôt là, de la déposition de Romulus Augustule, là, qui est dans la tradition, le dernier empereur romain d'Occident. Il y avait 12 ans, Il y avait 12 ans. Ouais. Écoute, il y a 12 ans, ils l'ont même pas tué, ils l'ont envoyé dans une villa. Ça déjà, pour un empereur romain, c'est un big win. D'habitude, tu te fais tuer. Là. Quand il y a une usurpation, c'est pas mal l'étape 1, t'es mort. Je pense Après, au 2 ou 3e siècle, là, il y a une succession de 20 ou 30 empereurs qui ne durent pas plus qu'un an chaque. Chacun se fait assassiner. C'est comme un concours d'assassination. Ah ben regarde, tu vois, ça, c'est un bon point de départ. Là. Parler de la chute de l'Empire romain, là, en général, on commence ça avec les crises du 3e siècle. Donc, les crises du 3e siècle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'on part de la conception classique qu'on a un empire romain absolument triomphant qui est en santé, il conquiert le monde. Le centre du monde. Ah ben oui, tu sais. Un foyer de civilisation. Mare Nostrum, là, tout le kit, là, c'est l'orbe et le son, et les empereurs sont à la tête du monde. C'est les vicaires des dieux. C'est une fiction. C'est une fiction. C'est arrangé avec le gars des vues. C'est la propagande impériale elle-même qui s'exprime quand elle dit ces choses-là. Ce qui est important comme sujet de l'Imperium, c'est que toi, tu y crois. Mais au 3e siècle, ce statu quo-là est bordassé pas mal. Fait que là, on a une série de problèmes qui arrivent en rafale. Pour faire un bon prélude à ça, là, si je te parle de la peste antonine, c'est quelque chose qui... Ouais, je pense que ça se passe au 2e siècle. Ouais. Sous Marc Aurèle en 186. Ben, ça commence avec Antonin le Pieux. Donc, lui, je le connais peu pas. avant. Bon, ok, c'est que là, t'as les fameux bons empereurs. Puis Marc Aurèle, c'est un des derniers. Là. Un des derniers bons empereurs. Ouais, après, ça va moins bien. Le gars, il se bat toute sa vie. Mais il y en a des moins bons aussi au travers. Là, tu sais, mais après Marc Aurèle, on tombe sur Commode. Et puis là, il y a l'espèce de sentiment général que, le party est fini.
Pax Romana, là, ça marche plus trop. Et la première mutation grave qui vient avec la peste antonine, en fait, c'est qu'il y a un déclin démographique important. Ah oui. À Rome, dans la péninsule italienne ou genre Dans l'ensemble de l'Empire. en Europe? Dans l'ensemble de l'Empire. OK. En Europe, peut-être. Disons que les confins germaniques, puis ce qui se passe encore plus loin que ça, c'est moins documenté un peu. Ouais. Mais oui, ça va définitivement affecter l'Europe puis l'ensemble du bassin méditerranéen. Et là, on parle à une époque où est-ce que l'essentiel de ta capacité de production vient de ton capital physique. Fait que si tu veux produire plus... Il n'y a pas de robot, là, pas encore. Non, ben c'est ça. Fait que ça te prend du monde. Ça te prend des esclaves en général. Mais attends, ça a l'air d'un épisode relativement tragique. Est-ce qu'on peut comparer ça à la peste noire? On sait que c'est une peste. La peste noire est une peste. Ça a Oui. Je pense que ça peut se comparer. OK. Le problème, c'est que ça va à son tour engendrer une autre série de crises, alors que la peste noire, elle a plutôt résolu un problème démographique en Europe. Rétablit une sorte d'équilibre, si on veut. Ça a certainement contribué à donner plus de pouvoir d'achat ou de pouvoir décisionnel à l'énorme masse paysanne, par exemple. Oui, absolument. Ça lui a donné des opportunités. Ça a concentré le capital physique qui était rendu insuffisant. Ça a permis une distribution des terres qui était peut-être un peu plus intéressante. Finalement, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a créé de l'inflation sur les salaires. C'est ça que ça a fait. Écoute, je sais que c'est une tangente puis c'est une parenthèse, mais il faut que je le dise parce que c'est une statistique absolument aberrante, sidérante en fait, à quel point elle prouve le point qu'on essaie d'avancer. Dans certaines régions de l'Europe, un paysan pouvait se permettre d'avoir de la viande une fois par semaine, sinon une fois par jour, dans les années qui ont suivi la peste noire. Ce qui est une grosse progression par rapport à ce qu'ils ont connu. Ça n'a aucun rapport. On ne pouvait pas concevoir d'avoir accès à de la viande de bonne qualité, d'ailleurs, quand on était juste pauvre et paysan ou agriculteur. Fin de la parenthèse. Bon, mais tu vois, ça, c'était une des terribles réalités du 14e siècle, c'est qu'il y avait une paupérisation généralisée qui était assez poche, tu sais, c'est pas le fun. Non. Si tu compares au 11e, là, qui était plus un gros party, là, ça allait relativement bien. Le 11e siècle était un gros party? Ouais, il y a toutes sortes de Moyen-Âge, tu sais, puis il y en a qui sont plus moyens que d'autres par bout, mettons. Tous les moyens ne sont pas moyennement égaux. Non, puis regarde, l'Empire romain fait pas exception à cette règle-là. J'avais une professeure dans le temps d'histoire romaine qui essayait de créer des repères pédagogiques pour ses étudiants, puis qui disait, si vous regardez les siècles pairs, ça va pas bien, puis les siècles impairs, ça va plutôt bien. Ça a le mérite d'être simple. Ouais, mais c'était aussi bizarrement vrai. Donc, on part de la peste antonine, puis là, on débouche sur les crises du 3e siècle. Puis elles sont multiples, puis elles sont sévères, elles sont profondes. On a un empire qui est à peu près dépeuplé. Ça veut dire que sur le plan militaire, fiscal, la production, ils sont plus exactement ce qu'ils ont déjà été. Mais tant aussi longtemps que ça, c'est pas challengé, l'ensemble tient. Il y a une forme d'équilibre. Là, par exemple, ça va venir avec un certain nombre d'autres problèmes. Perte de production, perte de main-d'œuvre, de l'inflation, c'est grave, on a de la difficulté à contrôler ça. Les réseaux commerciaux sont un petit peu malmenés, il y a une crise de la consommation qui vient avec la crise de la production, naturellement. Puis là, tu as une donnée nouvelle. Hey, les barbares commencent à pousser fort sur les frontières. On a besoin d'une armée qui est de plus en plus importante, qui rajoute un poids fiscal sur l'Imperium. Et puis, cet équilibre-là, à un moment donné, comme l'expression anglophone dit, là, something's gotta give. Ouais, moi, je vois ça comme une série de dominos. Chaque crise occasionne une autre crise, puis ça finit par diminuer la résilience de l'Empire. Et puis, en même temps, ce que tu vois, c'est que les responsabilités, en réalité, de l'Empire... en tout cas, le poids, mettons, de l'armée. Vont croissant. C'est ça. Exactement. Mais les ressources, notamment la taxation, doit baisser. Vont en diminuant. Et puis, écoute, ils avaient une forme d'impôt là, qui était extrêmement régressiste, qui était la capitation. Donc, c'est quoi ça, la capitation? Écoute, c'est que tu payes ton impôt par personne. Donc, que tu sois un sénateur là, qui gagne, que sais-je, là, 400 livres d'or par année, ou non, un paysan là, qui a à peu près rien. Qui gagne pas de livres d'or par année. Voilà, puis tu vas payer la même affaire. Donc, là, ça devient un peu le jeu de qui c'est qui est capable d'échapper à ses obligations fiscales. Ça entraîne une crise de la fiscalité, naturellement, avec les recettes de l'État sont de moins en moins importantes. Les gens se foutent à peu près partout où ils peuvent pour éviter de payer. Puis ça fait boule de neige, ce problème-là. Mais attends, je dois te le demander, puis je pense pas que la réponse soit vraiment évidente, mais ça me fait penser, parce que je fais une comparaison avec aujourd'hui, tu vas trouver que c'est un peu flyé mon affaire.
est-ce qu'il y avait des paradis fiscaux dans la Rome où il y avait, mettons, des méthodes Des particulièrement paradis fiscaux. sophistiquées Oui, de. oui. Sérieux? Ben, je veux dire, les élites trouvent toujours des manières hein, Oui, les élites sont bonnes pour faire ça. ouais, de faire de l'évasion fiscale. Est-ce qu'il y a des paradis fiscaux? Stricto sensu, non. On n'a pas besoin de paradis fiscaux parce que on détient le pouvoir politique. Fait qu'on est capable d'orienter la politique pour minimiser notre fardeau fiscal. Je comprends. Ça, c'est l'intérêt d'être au pouvoir, c'est que j'ai pas besoin de faire de concessions dans mon mode de vie. C'est beau le pouvoir. Mais ce qui va arriver avec ça, une des conséquences économiques directes de ça, qui va devenir très, très manifeste au 3e siècle, c'est que les notables thésaurisent la richesse. Puis là, ils thésaurisent. Donc, ils vont accumuler, ils vont garder pour eux-mêmes, ils vont faire un petit tas comme Smaug le dragon là, dans je le Hobbit. comprends. Ils arrêtent d'investir, dans le fond. Ben, cet argent-là circule plus. Et là, tu es à une époque où est-ce que l'argent-dette existe plus ou moins. Fait qu'on dépend du numéraire. C'est quoi qui a une valeur? Ben, c'est l'argent, c'est l'or. Le numéraire, c'est... Ben, c'est les devises. Le liquide, dans le fond. C'est les devises, exactement. Et là, ben, si ces devises-là arrêtent de circuler du jour au lendemain, qu'est-ce que ça fait? Donc, au 3e siècle, ça commence déjà à aller très mal, ce qui explique en partie pour lequel il y a un concours d'assassinat qui fait que les empereurs, ils tombent comme des déjà, mouches. on a une crise du pouvoir. Ouais. Puis avant même de parler là, des crises de succession puis des usurpations, une des choses qui devient évidente, à partir de Marc Aurèle, là, tu parlais de Marc Aurèle tantôt, ben lui, c'est un gars, écoute, il a passé là, sa vie à courir à gauche, à droite dans l'Empire, à essayer de repousser les barbares, à montrer qu'il était présent absolument partout où il y avait un conflit. C'est un homme de campagne. Là. Écoute, combien de fois il a mis les pieds à Rome dans sa vie? Tu sais? Il est peut-être revenu une couple de fois, mais grosso modo, passé l'âge de 40 ans, il est surtout en dehors de Rome. Ben écoute, j'ai pas de nombre absolu ou de nom anecdotique à te donner, mais il arrive un moment où est-ce que tu as un certain nombre d'empereurs qui mettront jamais les pieds dans leur propre capitale. Ça devient une forme de norme. De toute façon, Rome devient trop loin. On a besoin de centres de pouvoir périphériques qui sont plus proches des frontières parce que c'est pas pratique. Comme Byzance, comme Constantinople. Constantinople est un excellent exemple, mais on n'arrive pas là encore parce que là, on est au 4e siècle avec Byzance. Mais ça va être des villes comme Ravenne, comme Milan, Trier, Cologne. Bon, on essaie d'être proche des frontières. À l'est, ça va être souvent d'autres villes asiatiques importantes. La cour sous Valérien, par exemple, était à Antioche. Bon. Fait on s'organise pour être proche de l'action. Mais on reconnaît aussi que l'action, elle se déplace. Puis les empereurs ont une capacité limitée à se déplacer, donc il faut partager le pouvoir. L'idée du partage du pouvoir, par exemple, va apporter des notions intéressantes dans la crise, c'est-à-dire qu'avant, un empereur faisait pas notre affaire, là, il était fou, il était crackpot, capoté, on l'aimait pas, on allait le supprimer, puis en nommer un autre, puis c'était la fin de l'histoire. Un peu comme Néron, un peu comme Caligula. Je pense que Tibère aussi a été assassiné par sa femme. Maximin le Thrace. Écoute, t'en as un certain nombre là, qui vont se faire tuer d'une manière ou d'une autre. Souvent par la garde prétorienne aussi. Dont on va se débarrasser à un moment donné parce qu'on est tanné qu'à fasse de la politique. Mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'empereurs romains qui étaient carrément cinglés. Ça, il y a beaucoup de théories là-dessus. Là, c'est intéressant. C'est ça qu'ils mangeaient dans de la vaisselle de plomb. Ouais, justement, je lisais aujourd'hui. Saturnisme, là, c'est... En 1983, il y a un article qui sort dans je sais plus quelle revue, qui dit grosso modo que les Romains au 1er, 2e siècle vivent de l'instabilité politique parce que leurs décideurs, c'est-à-dire leurs empereurs, boivent dans une vaisselle dite de haute gamme, d'élite, dans laquelle il y a du plomb. Et aussi, à cause qu'il y a du plomb dans les aqueducs, l'eau est exposée à du plomb, puis du plomb, même en très petite quantité, peut te rendre complètement cinglé. Oui, c'est ça, c'est le fameux saturnisme. Puis c'est une théorie qui colle, là, je pense, jusqu'à un certain point pour expliquer la folie d'un certain nombre. Jusqu'à un certain point, j'ai aussi lu sur ces détracteurs, ceux qui l'ont critiqué, puis qui ont dit, grosso modo, le vin était jamais suffisamment en contact avec le vin pour que le plomb, disons, soit vraiment relâché dans le vin. Parce que le contact n'était pas assez long, il fallait qu'il y ait un contact relativement exposé. Puis après ça, un des grands critiques de cet article-là dit, et d'après moi avec justesse, que le problème, c'était pas le plomb, c'était l'abus d'alcool, c'était carrément l'alcoolisme. Parce que certains des empereurs romains sont à la base des très gros buveurs. Il y a l'empereur Claude qui tombait fréquemment endormi après avoir fait le tour de
pas mal tous les amphores des buffets. Pauvre homme, il a été ridiculisé par Néron, ou je pense Caligula. Ben, Claude a été ridiculisé par pas mal tout le monde Ouais, pendant tout ben son c'est vivant, ça. là, mais tu sais, c'est un personnage. Il a possiblement une petite paralysie cérébrale qui faisait en sorte qu'il Ah oui, n'articulait pas très bien. Il avait ouais, des drôles de manières de table. Il ouais. boitait. Il boitait aussi. Fait Paraît qu'il- que c'est pardonnable chez les Romains. Ben, il n'y avait pas nécessairement le profil du héros Mhm. classique, là. En Ouais. général, tu veux que ton empereur ait l'air d'un joueur de football avec, tu sais. Non, ça euh, c'est nous avec nos statues grecques. Et puis. Ah non, mais je vais te faire rire là-dessus. Sérieux? Si tu regardes Constantin, là, Ok. ça, c'est ton archétype joueur de football, là. Tu sais, la mâchoire carrée, il est tough. Ah oui, ça, c'est un gars qu'on peut suivre, là, tu sais. Parce que les gens qui ont fait ces sculptures se sont dit il faut absolument qu'on magnifie Rome ou parce que c'était véritablement quelqu'un qui était bâti comme un taureau? Ben écoute, tu me diras après, parce que la propagande impériale joue toujours un rôle, Ouais, mais ouais. tout le monde... ben, tout le monde. Il y a une statue d'Auguste qui est très célèbre, qu'on fait circuler tout le temps, là, tu sais, celle où il a le doigt en l'air, comme ça, Ouais, là, puis ouais, va ouais. dans sa belle armure de cérémonie. Puis Auguste, de ce qu'on croit comprendre de ce gars-là, il était en sous-poids, il était plutôt blême, vert souvent, Ok. il était toujours en train de se moucher. Ah, ok. Il y avait un genre de coupe-bol, il était pas très sexy, tu sais. En Puis là, prise avec on une grippe perpétuelle. Ouais, ben, peut-être des allergies, genre rhume des foins. Il était peut-être même allergique au cyprès. Je sais pas si t'es déjà allé à Rome, là, mais il y en a un à chaque coin de rue. Il y a Fait que du ça peut être un cyprès problème. Ben, c'est ça. Fait que, Ok. pauvre Auguste. Mais bon, après ça, on fait une statue de toi, on essaie que ce soit flatteur un peu. Ben oui, il faut. Ben oui, je croirais. Mais bon, écoute, là, on s'écarte du sujet. C'est correct. 3e siècle, Ouais. fait que ça va pas bien et on a Mhm. besoin effectivement d'un nouveau système politique. Fait que ce qui va se passer de plus en plus, c'est que les empereurs vont essayer de partager le pouvoir. Fait Ouais. qu'ils vont venir par collège. Bon, au début, les premières tentatives, c'est de désigner de ton vivant qui va être ton successeur. Donc, Mhm. moi, je suis l'Auguste, genre un partenaire junior, César, Mhm. qui va remplir d'autres fonctions administratives ou militaires ailleurs dans l'Empire. Mais même ça suffit pas. Mhm. Donc, rapidement, on se dit, ben, peut-être si on a une espèce de collège d'empereurs. Un collège d'empereurs. Ça, c'est. Est-ce que c'est dans la tradition purement anglo-saxonne qui veut que ce soit collégial, donc de bonne humeur, gentil, sympathique et coopératif? La collégialité, C'est ça ça. veut dire tu as des collègues. Donc, c'est des collègues. Tout le Ben, monde s'entend collègue, bien. collégium. Non, tout le monde s'entend pas bien. C'est Mais ça, c'est ça, la je me disais beauté du aussi. système. C'est qu'on va l'essayer parce qu'effectivement, on a besoin de multiplier le leadership. Mhm. Mais ça veut pas dire que ces gars-là s'entendent entre eux. Loin de là. Des fois ça va. Puis éventuellement, tu vas tomber sur un personnage plus ambitieux, puis là, oups, le système Ouais. tombe. Donc, c'est Dioclétien qui installe ça. La tétrarchie, l'idée du gouvernement à 4. Et déjà, parmi ses successeurs, ça commence à se chamailler. Et tu as un jeu de chassé-croisé là, entre tous ces gars-là qui est absolument confondant. Mais à ce moment-là, où est-ce que l'Empire amorce une reprise, oups, on retombe dans un total état de guerre civile, ok, entre ses successeurs. Fait que, bon, Constance, Galien. Puis ça, j'imagine, c'est des Césars qui voudraient être des Augustes, puis des Augustes qui voudraient rester Augustes. Oui, puis qui il y a voudraient pas aussi se faire des faire une Augustes qui césarienne veulent politique. évincer un autre César pour Ouais, pas ouais. qu'ils deviennent Auguste parce qu'ils ont leur propre idée de qui doit être leur collègue. Ouais, ouais. Et tout ce problème-là va être réglé là, par un gars qui va se tanner de la patente, qui s'appelle Constantin, puis il est comme, non, moi, je peux régner sur un empire romain unifié. En fait, j'ai même pas besoin de collège. Ouais. Je peux faire ça tout seul. Mais ça, est-ce que ça va pas un peu antagoniser un de ses collègues, justement? Un Oh, de oui, ses- mais absolument. Puis ça va dégénérer en guerre civile, puis ça en finira plus. Puis Bon, ça, une c'est autre ce qui se guerre passe civile. pendant le plus clair du 3e siècle, en fait. C'est des usurpations, guerre civile, usurpation. Et avec le déclin démographique, la forte pression fiscale, les barbares partout, ben là, oups, on commence à faire un certain nombre d'innovations. Ah oui? Ok. Une de celles-là, c'est l'introduction des barbares dans l'Imperium. Ah oui, le fameux... Ah ben oui, la barbarisation. Ah, je sais pas ce que... Non, c'est pas ce que j'allais dire. ah ben je... Le rachat, ou plutôt l'utilisation de mercenaires, si on veut, pour garder les j'aime frontières le terme J'allais faire de un adverbe, là, mercenaire. mercenarisation, mais ça vieillit mal, je pense. Parce que, est-ce que c'est des mercenaires? Ponctuellement, ça peut être des mercenaires. Bon, je vais essayer de le redire d'une façon moins... Non, mais c'est correct. Parce que oui, l'intérêt est pécunier. Ça, c'est clair. Mais c'est pas tout ce qu'ils cherchent à obtenir, les barbares. Ils sont pas là pour détruire nécessairement l'Empire. Pas plus qu'ils sont là nécessairement pour remplacer la tête.
Non, en général, c'est des gens qui essayent d'avoir un certain train de vie et qui constatent que pour le maintenir, c'est peut-être plus facile de rentrer en conflit avec l'Empire que d'essayer de faire quelque chose de leur côté de la là, frontière. ça devient transactionnellement favorable parce que les Romains qui sont, semble-t-il, occupés à perpétuer leur guerre civile entre leurs différents tétrarques, se disent on va les payer pour pas qu'ils nous attaquent. Mais il semble que les autres populations en Europe ont d'autres problèmes assez importants. Une masse de gens qui poussent depuis la grande plaine de l'Eurasie de façon quasiment fatidique et qui amènent finalement les Huns. Ah, OK. Là, ça, c'est la fameuse théorie des dominos là, d'un certain nombre d'historiens de la période. Donc, le 3e siècle, tu as raison, là, c'est ça, on en est là. Le constat, c'est qu'on se retrouve devant un empire relativement affaibli. Au 4e siècle, il y a une reprise, étatisation, centralisation du pouvoir. Il y a une transition aussi religieuse. Oui, il y a l'adoption du christianisme, non? Absolument, qui rentre en ligne de compte là, avec le fameux épisode de la bataille du pont Milvius. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Constantin, là, dont on parlait tantôt, cherche à se débarrasser de ses collègues. C'est lui qui, dans le fond, recentralise l'Empire. Oui, et qu'il relance. Il va même fonder une deuxième capitale qui va durer beaucoup plus longtemps que la première, puis que toutes les autres de toute manière. Constantinople. Ben oui. Donc, qui va devenir le centre de l'Empire romain d'Orient dans un second temps. Qu'on appelle aujourd'hui Istanbul. Tout à fait. En fait, on n'a jamais cessé de l'appeler Constantinien. C'est juste qu'avec le dépeuplement de la ville, Istanbul, c'était le quartier central. Ah, OK. Et puis, voilà, c'est juste une espèce de translation sémantique, on va dire. Une espèce de glissement de terrain, si on veut. C'est souvent ça qui arrive. Un glissement de terrain démographique, si on veut. Mais les Ottomans, les sultans ottomans n'ont jamais appelé leur capitale autrement que Constantinien. Mais de manière colloquiale, comme on habitait tous à Istanbul, c'était Istanbul. Oui. Bon. Puis là, maintenant, tant et si bien que c'est rendu Istanbul, peut-être pour toujours. Mais revenons-en où on en était. Donc, notre Constantin va se battre contre ses collègues. Éventuellement, ils vont rencontrer sur la bataille du pont Milvius, donc au nord de Rome. Mais là, l'enjeu, c'est la ville de Rome en tant que telle. Et là, soi-disant qu'il a une révélation, OK? Donc, en songe, il voit que s'il met le nom du Christ sur les boucliers de ses soldats. Voilà, qui vont être protégés, puis ainsi. Donc, le dieu des chrétiens qui fait un petit clin d'œil de même en disant hey, Pic, si tu votes pour moi, moi, je t'assure la victoire. Si tu votes pour moi. Mais c'est un peu ça, c'est transactionnel. Les gens, les anciens ont une relation transactionnelle avec les dieux. On leur fait des sacrifices, c'est pour obtenir quelque chose. On fait des prières, c'est pour avoir de quoi. On leur donne de quoi pour avoir de quoi. Les libations, d'ailleurs, c'est un peu ça le concept. Oui, c'est de faire une offrande. Donc, on va donner au Dieu pour s'attirer sa grâce. Puis, écoute, le Dieu unique n'est pas nécessairement différent dans leur conception, on va dire, du monde. Et là, il dit, écoute, c'est parfait. On se dit, un Dieu, c'est un Dieu. Moi, ça me dérange pas. Je vais mettre le nom de ton gars, comment il s'appelle. Ah tu sais, Jésus-Christ. C'est parfait. Fait que, mettre la première lettre puis la dernière lettre de son nom sur les boucliers Chiro, je sais pas si tu connais, ça fait un X puis un P, puis ça va devenir... c'est ça. Moi, je me souvenais du P en particulier. Ouais. En tout cas, vous regarderez ça, là, Google. Oui, Chiro, vous, là, à la maison. Vous, à la maison. maison. Ou dans votre auto. Et ça va devenir là, très puissant dans l'iconique impériale. Fait qu'on va voir tranquillement là, d'autres symboles comme Sol Invictus, le soleil invaincu, invincible, auquel on associait le pouvoir impérial, tranquillement s'effacer. Pendant un certain temps, il va coexister avec le nom du Christ. Donc, il y a l'idée du empereur céleste et solaire, mais en même temps vicaire de Dieu sur terre. Fait que ça, c'est une transition qui est finalement plutôt smooth. Parce que de passer de plusieurs dieux à un seul dieu, c'est pas trop problématique tant qu'il est de notre bord. Puis dans la narrative, ça change pas grand-chose. On était les vicaires des dieux, les empereurs étaient divinisés eux-mêmes, fait que tu sais, de leur vivant, puis après leur mort, puis il n'y a pas de problème. Et là, ils vont tout simplement devenir les lieutenants de Dieu sur Terre, parce que de toute façon, si l'Empire existe, il y a un beau déterminisme là-dedans, là, c'est parce que Dieu le veut bien. Right? Ouais. Bon. Ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Puis, en même temps, l'adoption du christianisme par l'État permet en fait de relancer les institutions, ça crée une espèce de continuité. Ça se passe au 4e siècle.
Et là, qu'est-ce qui va se passer au 5e siècle? Au 5e, c'est intéressant parce que là, on rentre dans un nouveau cycle de crise. Ah oui, OK. Ouais, donc t'as cette espèce d'équilibre-là qui existe grâce à des personnages qui sont assez costauds. Là. On parlait de Constantin, mais on a parlé de Dioclétien avant avec la tétrarchie, puis t'as aussi Aurélien à un moment donné là, qui met fin aux guerres civiles puis qui réussit à tenir toute la patente à peu près en ordre. Puis après, tu vas avoir d'autres empereurs très étatisateurs au 4e siècle là, qui vont consolider les réformes qui vont venir avec tous ces gens-là pour créer un système qui est à peu près stable, à peu près viable, et tout ça tient en équilibre tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouveaux grands bouleversements. Donc, ça reste un système correct, mais somme toute assez fragile. On n'a pas récupéré en vitalité. Ça, c'est clair. On s'est adapté. C'est on une a stabilisation, essayé de devenir mais plus fin par rapport aux problèmes qu'on avait. On a essayé de contourner certains problèmes. On parlait de crise démographique. Ça va amener des crises de recrutement, entre autres. On ne veut pas payer de payeurs de taxes non plus. On va incorporer des barbares dans l'armée. On va changer le modèle militaire au complet. Les vieilles légions, c'est fini. On passe à une affaire qui s'appelle le Comitatus, qui est une armée de campagne mobile. Grande réforme sur le plan logistique. On a la fameuse réforme religieuse dont on parle. Il y a l'étatisation, en général aussi. On essaie de contrôler l'inflation, chose qu'on faisait pas avant. Là. C'était plutôt le libre marché. Puis à un moment donné, les empereurs vont dire non, regarde, on va fixer il va y avoir un édit du maximum. On va fixer le prix du grain, le prix du vin. Puis là, dépendant de la qualité relative de ces produits-là, on va payer différents prix. Ça fonctionne bon, mais ça permet de garder l'équilibre pendant un certain temps. Le début de la main invisible avant le temps. Avant le nom. Bien au contraire, en fait, c'est qu'on arrête de se fier à la main invisible. OK. Donc là, on intervient de plus en plus pour être capable d'avoir un contrôle de l'État sur l'économie. Ben oui. Et une autre réalité qui vient avec la chute démographique, c'est que tu as certains corps de métiers qui se font de plus en plus rares. Donc, on va rendre les professions héréditaires. Drôle d'idée, ça. C'est une drôle d'idée, puis c'est épouvantable à moyen puis long terme, ce que ça fait, mais à court terme, ça règle un certain nombre de problèmes. Si j'empêche les gens de quitter massivement une profession, ben là, j'empêche un vacuum économique, démographique. T'évites, dans le fond, l'exode des cerveaux d'une profession vers une autre. L'exode de l'expertise, puis des fois de la pure et simple main-d'œuvre. Écoute, on a de la difficulté à retenir les soldats parce que la paye est de plus en plus exécrable. Mais écoute, j'ai l'impression que tu me décris le Moyen-Âge avec le côté héréditaire des travaux. On s'en vient sur le Moyen-Âge. Tout ça vient quelque part. Si on parle du 5e siècle comme d'un siècle de transition vers le Moyen-Âge, c'est parce que la plupart des grandes idées du Moyen-Âge naissent là, où on les voit là. Elles sont déjà existantes, mettons, avant la date fatidique de 476, où l'Empire romain, en tout cas d'Occident, ça existait. Là, on parle de christianisme, OK? Puis éventuellement même de christianisme d'État, puis ça, c'est une donnée absolument probante, forte du Moyen-Âge. On parle aussi de désengagement fiscal. On va parler plus tard de retour à la terre. Parce que là, si je te disais tantôt, tout le modèle économique s'effondre. Il y a aussi un refroidissement climatique là, pour dire à quel point ça va bien. Là. Fait que les récoltes sont de moins en moins bonnes, les territoires sont usés, on a moins de monde pour les travailler. Ça, c'est vers le 5e siècle? Ouais. OK. Ouais. Fait que vers le 5e siècle, on constate qu'il y a un certain nombre d'endroits où c'était possible de faire 2-3 récoltes, que là, c'est moins bon. C'est moins possible. Puis la terre donne moins aussi. Les sols sont épuisés. Okay. Puis là, tout d'un coup, ce qu'on produisait puis ce qu'on vendait, ça fonctionne plus nécessairement aussi bien parce qu'il n'y a plus autant de consommateurs. Ça fait beaucoup de crises à gérer, ça, mon Vincent. Ça en fait plusieurs. Donc là, les gens, supposons, là, qui vivaient de la vigne ou des olives, puis moi, j'exporte ça dans tous les ports de la Méditerranée. Ça marche plus, ça. C'est fini. Il faut que tu vives. Fait que là, OK, me retourner vers de l'agriculture vivrière. Ça fait quoi? Des communautés qui se referment sur elles-mêmes. C'est le village. Puis là, encore une autre caractéristique du Moyen-Âge. Absolument. Donc, tu as un retour à la terre, tu as un exode rural. Les villes vont péricliter. L'État n'a plus nécessairement d'argent, avec les infrastructures publiques prennent le bord. Les aqueducs sont brisés. Bon, on n'a pas d'argent pour les réparer. On va creuser un puits. OK. Et là, naturellement, la situation sanitaire se détériore. T'imagines les épidémies. C'est l'inverse d'un cercle vicieux. Et c'est un peu ça qui se passe. Mais écoute, au 5e siècle, on n'en est pas encore exactement là. Okay? Cet empire-là, qui a l'air de marcher sur une canne depuis à peu près 150 ans, est encore capable de se porter.
Fait que ça prend encore quelques coups, là. Ça va être quoi le gros coup qui va mettre l'Empire par terre? Je suis content que tu me poses la question. Moi, je suis content de te la poser aussi. Parce que je le voyais Il y en venir, a, y en a un certain là. nombre. Là, tu vois, déjà, on n'est pas en face ouais. d'une société qui est nécessairement très, très en forme, a pu la vitalité de l'Antiquité classique. Mais ça vivote. Bon, les barbares. Parlons des barbares. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, OK, ça, c'est la fin de l'Empire romain, c'est les méchants barbares qui assassinent l'Empire. Encore la propagande officielle. Ben, écoute, c'est une vision de l'histoire, généralement là, qui vient de milieux intellectuels classiques, où est-ce qu'on admire Rome, puis on s'ennuie donc de Rome, puis les barbares sont méchants, parce qu'ils ont détruit la chose qu'on aimait, tu sais. C'est-à-dire Rome, ben l'objet de quand notre étude. t'es jeune, quelqu'un détruit le jouet que t'aimes, tu l'aimes pas, c'est un méchant, tu sais. C'est un peu la même affaire, les barbares ont détruit notre belle bebelle, fait que là, on n'est pas content, fait que les méchants barbares. Puis pourtant, les barbares, et ça, il faut vraiment qu'on le dise, c'est juste d'autres peuples. Oui, ben, tu sais, c'est tout. Des humains, là, tu sais, qui font des affaires d'humains en général. Oui. Et le plus ironique de la chose, c'est que la plupart d'entre eux sont super contents d'être en relation avec l'Empire. Ils trouvent ça intéressant. Tu sais, ils ont un meilleur mode de vie, ils ont des villes, ils ont un niveau de consommation qui est plus intéressant. Ils ont du vin. Ils ont, du vin, de la culture. Ils aiment beaucoup les vins romains. Tu sais, des méthodes de production aussi qui sont souvent plus efficaces. C'est tout un marché pour eux. Puis c'est un marché qui est impressionnant. Puis c'est un marché de biens, mais c'est un marché aussi culturel puis intellectuel. Et ils admirent ça. Ils veulent en faire partie. Ils vont essayer de s'intégrer dans l'ensemble. Puis il n'y a pas de meilleure manière de s'intégrer dans quelque chose que de forcer le monde. Tu veux dire de les attaquer? Ben, écoute, c'est une relation hostile, c'est une relation. Okay? Ce qu'ils veulent surtout pas, c'est de l'apathie. Ça, c'est positif. C'est positif en bébite. Wow. Mais écoute, ils ont besoin de Rome. Et Rome a besoin d'eux. Fait qu'on finit par créer un espèce de système symbiotique qui est une relation absolument toxique. Là. Si c'était une relation si c'était un couple, amoureuse, tu leur recommanderais de se quitter l'un l'autre. Ben, au moins de voir quelqu'un, discuter de leurs problèmes, éviter le conflit. Puis ça, c'est pas le bout qu'ils vont nécessairement bien faire. Bien au contraire, là, ça va pas bien aller. Fait que, parlons d'événements déclencheurs. 378. Fait que là, on est un peu avant même le 4e siècle, on est bien avant le 5e siècle, mais 378 à la bataille d'Andrinople. Et ça, c'est un repère pédagogique par excellence là, pour indiquer le début de la fin. Qu'est-ce qui se passe durant cette bataille-là? Qui se bat? Écoute, alors, ce sont les Goths qui vont se mettre à migrer. Eux autres, ils veulent rentrer dans l'Empire. Et ils vont faire ça très poliment. Attends un petit peu, je dois t'arrêter. Quand tu dis les Goths, c'est pas l'ego de quelqu'un, c'est pas les gens qui s'appellent Goths. G-O-T-H, c'est ça. Les Goths. Ouais. Mais pas avec les Parce qu'on prononce vraiment Go? Juste Go? Les Goths. Tu fais un peu ce que tu veux, rendu là. C'est bon. OK? Moi, si tu me donnes le choix, je vais aller pour Go. OK. Je te donne le Go. Puis ça va devenir plus facile après ça quand ils vont se différencier entre les Goths de l'Est puis de l'Ouest. Là, ça va être les Visigoths, les Ostrogoths. Bon. T'as ce groupe-là qui arrive, ils sont nombreux, ils se présentent essentiellement comme des réfugiés économiques finalement. Ils veulent rentrer dans l'Empire. Et ils vont le faire à peu près de la manière suivante. On peut-tu rentrer? Y a-tu de la place pour nous? On serait intéressé à faire partie de votre patente. Tu veux dire qu'ils commencent pas à tout simplement attaquer tout le monde? Non, des débordements arrivent. T'sais, ils sont une grosse gang quand même. Là. Imagine une game du Canadien qui va pas bien. Ils sont un peu... Mais dans l'ensemble, ils n'ont pas des intentions délibérément hostiles. Ils veulent rentrer sur le territoire de l'Empire, ils veulent servir l'Empire, ils veulent améliorer leur qualité de vie. J'ai un peu l'impression que tu exagères quand tu dis qu'ils veulent servir l'Empire. Ils voient une opportunité très bonne. Ils sont pas fous. Ils voient tout simplement que ça a l'air plus facile de l'autre côté du Danube. Fait qu'ils se disent, ils sont dans le nord des Balkans, on va traverser, vous allez voir, ils vont nous accueillir, c'est des bons gens, des braves gens. Et là, c'est Valan, l'empereur Valan, l'empereur d'Orient à ce moment-là, à Constantinople, qui essaie de dealer avec... Ça va pas bien se passer, pantoute. Il gère pas bien la crise, là, Valan. Non. Puis pas tant lui nécessairement que son staff, là, c'est-à-dire qu'ils vont être rapaces puis opportunistes en Mosune. Ils vont les faire passer, ils vont leur vendre des vivres avariés, ils vont les faire poireauter, ils vont les voler, ils vont violer les femmes. C'est pas correct, ça. Non, ils n'ont pas été fins. C'est pas correct. Ils n'ont pas été fins. Surtout la dernière chose que tu as dit. Les gros vont se dire, si vous voulez pas être fins, on sera pas fins, nous autres non plus. Fait qu'on va rentrer, on va se servir. Et éventuellement, là, on va militariser ce malentendu, cette querelle-là, si tu veux. On va créer une narrative dans laquelle, les Goths, c'est des problèmes.
problème, puis les Goths de leur bord vont dire les Romains, c'est des trous de cul. Bon. On envoie une armée de campagne pour se débarrasser d'eux, et là, il se passe quelque chose de plutôt inédit. Ils se font complètement oblitérer. Ils se font démolir. L'armée de... Et là, t'as Rome qui reste absolument stigmatisé par les événements. Qui est comme, ça peut arriver, ça. Genre, ça Rome est en mode très PTSD, cher, là, syndrome post-traumatique politique. Oui, puis ils vont pas bien le vivre. Puis là, de surcroît, t'as un problème de gros qui se promènent dans la campagne chez vous. Tu sais, tu peux même pas être tout seul à vivre ton deuil. En plus, il faut que tu vives avec les conséquences de ce qui vient de se passer. Ouais. C'est la débandade totale. Ben écoute, ça va avoir des conséquences psychologiques et des répercussions géopolitiques dans les années qui vont suivre. Est-ce que tout d'un coup, la propagande officielle fonctionne moins? Ça va survivre. Je veux dire, Rome n'est pas exempte de défaites. Elle va en connaître là, un certain nombre de moments ponctuels de son histoire. Puis ces défaites-là, justement, s'accélèrent et il y en a de plus en plus. Oui, à partir du 3e siècle, même, ça devient un peu la joke. Les armées de Rome ont pris l'habitude de perdre leur bataille. Un peu comme le Canadien. Ouais. Non, c'est une bonne analogie, là, tu sais, ça fait un peu has-been. Non, mais je suis pas tant le hockey, mais... je suis pas le hockey du tout. Mais par procuration, j'écoute ce que les gens disent du Canadien, je me dis, ça fait penser à la chute de l'Empire romain. Mon Dieu. Où est-ce qu'on est rendu? Non, bon. Mais là, revenons-en au fameux 5e siècle. Ben, on s'y dirige, mais à grands pas. T'as, à ce moment-là, un groupe de Goths qui va se promener entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et qui va offrir ses services à Rome. Donc, tant aussi longtemps qu'on paye ces gens-là, c'est des auxiliaires. Ça va bien. Mais comme je te dis, là, la capacité de paiement de l'État va en diminuant. Donc, à un moment donné, t'as un roi de ces Goths-là, il s'appelle Alaric, le gars. Lui, je tanne. C'est comme, non, mais là, c'est parce que... Il est tanné, là. Oh, moi, je veux un peu plus de place, puis de pouvoir décisionnel, puis de l'argent pour mon monde, puis j'ai des troupes à payer, puis là, ça marche pas pantoute, puis... il sert. Bon, à ce moment-là, t'as en Occident un général qui a un grand succès. On parlait de la barbarisation de l'armée tantôt, là, Flavius Stilicho. Donc, ça, c'est le gars, là, le rempart de Rome contre les barbares. Là, on arrive, là, au début du 5e siècle. Et ce gars-là est victorieux, absolument. Là. Il est capable de courir là, de la Gaule à l'Italie, aux Balkans, de repousser tout le monde, de garder la patente à peu près en équilibre. OK, on a affaire à l'homme de la situation. Ben, tout à fait. Donc, il arrive ce qui arrive à plusieurs hommes de la situation en contexte romain. On va l'assassiner. Ah oui, ça, c'est un peu dommage. Bon, puis là, ensuite de ça, Alaric, le roi des Goths dont je parlais tantôt, va dire « Hey, ça, c'est peut-être mon cue. » Il va rentrer sur le territoire italien, il va se présenter aux portes de Rome, va leur dire « Hey, là, vous avez de l'arrérage de paiement envers moi, puis j'ai des demandes. » Bon, ils voudront, une fois, ils vont le payer, ils vont repartir, ils vont revenir l'année d'après, ils voudront plus le payer, et il va faire quelque chose de plate un peu, il va mettre Rome à sac. Ah, OK. Ouais. Il va à Rome. Il va à Rome avec son armée. Ça, c'est pas la SAQ, là. C'est pas un sac, c'est on rentre, on prend ce qu'on veut. Ouais. Puis ça finit là. C'est un peu comme la SAQ, sauf qu'ils n'ont pas payé. Mais OK. En tout cas, aucun rapport. Non. Mais OK, c'est terrible, là. Rome se fait envahir. Ouais, puis ça, tu parlais de PTSD tantôt. Ça, c'est le deuxième gros PTSD. Oups, notre capitale historique inviolable et inviolée depuis... tu sais... Ça y est, là, OK? C'est le début les haricots sont cuits. Mais au fond, tu sais, c'est un général romain à toute fin utile quand tu y penses dans Alaric, là. Puis lui, il est là pour obtenir le paiement de manière opportuniste, d'aucuns diront illégale, mais on a une relation officielle avec l'Empire. Donc, c'est pas exactement comme si un corps étranger se présentait, envahissait. C'est quelque chose entre les deux. C'est hybride. D'ailleurs, en 410, quand il arrive devant Rome et met le siège de Rome, c'est des Romains qui vont lui ouvrir les portes. Qu'est-ce que ces Romains-là pensent quand ils voient Alaric? Est-ce qu'ils se disent « Hey, c'est notre chum? » Ben, t'as une partie de la population qui... Absolument, qui est désolidarisée de ses élites, qui dit « Hey, ce gars-là va faire beaucoup plus de bien que de mal. Ça a du sens, ça. Il va nous débarrasser du monde qu'on n'aime pas. » Moi, je trouve que ça a beaucoup de sens parce qu'on parle de décentralisation depuis tantôt. Les nouveaux centres du pouvoir ne sont pas Rome, ils sont ailleurs. Hein. Il y a Antioche, puis il y a surtout Constantinople. Rome est loin. Rome n'a plus la splendeur qu'elle avait avant. Non, mais c'est encore là que le Sénat est, pour l'essentiel. C'est une ville d'un grand prestige. C'est encore une ville extrêmement populeuse. Mais la grosse idiosyncrasie de Rome à cette époque-là, c'est que c'est une ville qui est encore résolument païenne dans un environnement qui est de plus en plus chrétien.
OK. Et donc, Alaric, lui, il est chrétien. Il est arien. Est-ce que ça veut dire que ça le dérange pas trop de faire une énorme razzia sur Rome? Il ne va pas faire une énorme razzia sur Rome. Il va rentrer pendant 3 jours, va tuer à peu près personne, va se servir en termes de butin, va repartir sans rien casser. C'est beaucoup pour les standards de l'époque, non? C'est pas pire. C'est pas pire. On est habitué à des manœuvres un peu plus brutales. Il y aura d'autres sacs de Rome OK. qui vont être beaucoup plus sauvages que celui-là, mais quand même, pour le symbole, c'est pas bon. Mhm. OK? Ça paraît mal, là. C'est ça pas bon pour paraît les mal, optiques, mais, pour mais l'image. pour les contemporains, c'est compris différemment. Tu sais, Mhm. C'est des chrétiens à Rome qui, sont peut-être plus solidaires ou ont une compréhension selon laquelle Alaric est peut-être plus un des leurs. Penche-toi un peu de ton micro pour que Oui, les gens t'entendent mieux. pardon. Mais selon laquelle Alaric est peut-être plus un des leurs que le problème en soi. Puis d'ailleurs, il va pas rester là, Alaric. Il va reprendre sa gang, il va marcher dans le nord de l'Italie, puis ils vont aller s'installer dans le coin de Toulouse. Ils vont fonder un royaume dans cet endroit-là, le royaume de Toulouse, plus tard connu sous le nom de royaume des Visigoths, puis ils vont se déplacer jusqu'en Espagne et y Mais rester oui. jusqu'à la conquête musulmane. Je pense que c'est ça l'épisode qui est le plus connu, justement. Oui. Moi, je me souviens de mes cours d'histoire Mais des donc- Visigoths comme étant en Espagne. Et à peu près, c'est tout. Mais il y a cette période-là où est-ce qu'ils vont s'installer dans le sud de la Gaule, là, dans, dans le coin de Toulouse, Bordeaux et compagnie. Là. Mhm. Ils vont former cette espèce de royaume semi-autonome à l'intérieur de l'Empire, mais ça va pas être le seul exemple de ça. 406, ça, je pense, si tu veux, une date charnière où est-ce que ça commence à aller très mal. Encore pire, là? Ben oui. Tabarouette, on n'arrête pas Ben, d'atteindre non, ou mais d'essayer d'atteindre le fond du qu'est-ce que baril. tu veux? Une chute de l'Empire, là, c'est Ben compliqué oui. à organiser. Là. Fait que, ça prend du monde. Là, puis il faut ouais. mettre la main à la pâte parce que c'est une grosse affaire. Mhm. Il va y avoir une percée sur le Rhin. Donc, les légions qui sont là ne seront pas nécessairement capables d'intervenir. D'ailleurs, on dit à l'époque, les payes sont pas régulières, l'équipement est pas terrible. Ils n'ont pas de toute façon la capacité là, technique puis militaire d'arrêter une invasion de cette taille-là, qui se présente pendant l'hiver. Là, certains disent la veille du jour de l'an, quelque chose comme ça. Mhm. La nuit même, vont traverser le Rhin qui était peut-être gelé ou pas gelé. Ils ont peut-être traversé sur un pont aussi. Les sources sont super contradictoires. Le fait étant, par exemple, que là, tout d'un coup, tu as un paquet de peuples germaniques, les Vandales en tête, mais tu as aussi des Alains dans le tas, les Suèves, Bon, ils vont Deux, tous trois venir Vandales? ensemble. Les Vandales, principalement les Vandales. Mhm. Les autres, ça va être un gros problème. Puis on va continuer à parler des Vandales. Mais on rentre dans l'Empire, on rentre en force, puis là, oups, on commence à se servir en Gaule pour être capable de s'approvisionner en nourriture, en argent. Puis là, je te rappelle que la situation fiscale n'est pas excellente. Fait que si tu rajoutes des invasions par-dessus le marché, ben là, ça y est, là, les gens Ben sont oui. acculés à la ruine, fait que tu as des révoltes généralisées. Mhm. Et comme tu as cette croyance-là dans laquelle si le pouvoir impérial est incapable de réagir, c'est parce que l'empereur est faible puis il doit être remplacé, ben t'as l'autre problème qui vient avec, c'est-à-dire des usurpations. Des gens qui prétendent être l'empereur. Exactement. Fait que là, t'as un général, là, bon, je sais pas, toi, Pierre-Olivier, écoute... Moi, je suis pas général. Bon, t'es un général romain, là. Ah, ok, Pour je suis un l'analogie, général. t'es un général romain. Est-ce que vous le savez, là? Est-ce que tout le monde a compris à la maison? Je suis un général. Exactement. Et là, ça va mal, OK, puis il y a des barbares partout, puis ça va pas bien, puis tes troupes aimeraient ça, peut-être profiter d'un peu d'action pour avoir du butin, puis se faire payer, tu sais. Mhm. Fait que un stratagème qui est assez récurrent, c'est qu'ils vont se présenter devant ta tente un beau matin, OK, puis dire « Hey! T'es maintenant l'impérator Paulus, tu sais. Ave impérator. » Là, ils vont te mettre une pourpre sur les épaules pour symboliser que t'es maintenant l'empereur. Mais oui, tout ça, c'est juste une autre façon de faire la passe. Ben oui, mais là, ensuite de ça, toi, t'as deux choix, OK? Soit t'essayes effectivement de devenir l'empereur puis tu marches sur Rome, ou ben non, tu contraries tes troupes puis ils t'échappent. Qu'est-ce que tu fais? Tu préfères sans doute ne pas te faire trucider sur place. Tu t'essayes. Tu Mhm. t'essayes. Et c'est ça qui va se passer en Bretagne. Ils vont en passer 2-3 là, dont j'ai oublié les noms jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dise « Ouais, moi, je vais la régler, la patente. » Il s'appelait Constance. Lance une usurpation. Lui, il s'entend très, très bien avec les barbares qui sont rentrés à l'intérieur. Il dit « Il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, je vais essayer de... » il va quand même essayer de pacifier la Gaule, qu'il considère être... il va ramasser les légions de Bretagne, descendre vers le sud. C'est plus ou moins là que la Bretagne, d'ailleurs, va sortir de l'Empire. Le gars, il vide la Bretagne de ses défenseurs. Aussi simple que ça. Puis on renverra plus jamais personne là-bas. On a plus les moyens, de toute façon. Son usurpation va pas nécessairement fonctionner. Il va finir par se faire la passe par appelons-les les troupes légitimistes, si tu veux. Là. Mhm. Mais pendant ce temps-là, les barbares sont
se sont promenés à l'intérieur de l'Empire. Ouais. Donc, les Suèves, les Vandales dont on parlait tantôt, se sont installés en Espagne, ils se sont fait un royaume de facto. Il n'y a pas eu grand monde pour les arrêter. Mhm. Les Francs, les Burgondes, les Alamans, tout le monde a poussé un peu sur la frontière. On s'est installé à son aise, on a pris de la place, on a pris un certain nombre de villes, on a fait du pillage. Mais si je comprends bien, là, mettons que j'essaie de prendre un méga pas en arrière puis d'utiliser une lentille beaucoup plus méta. À partir du 4, 5, 6e siècle, des populations que les Romains considéraient avec un mélange d'opportunisme et de dédain, sans doute, les barbares, commencent à s'installer. Ben, non seulement s'installent, mais intègrent la construction impériale. C'est-à-dire que Mhm. ces gens-là ne sont plus complètement des étrangers. Il y a Mhm. toujours la dualité entre le barbare et le civilisé, puis Mhm. on est toujours en train d'essayer de C'est construire... toujours politiquement informé aussi, parce que le civilisé, ben, c'est essentiellement le romain. Le Ouais. barbare, c'est essentiellement le non-romain. Mais le barbare aspire à la romanité. Et Mhm. d'ailleurs, il y a un certain nombre de barbares qui vont très, très bien réussir, vont faire des belles carrières. Je te parlais tantôt de Flavius Stilicho, mais lui, il va devenir, écoute, Ouais. le général en chef des armées romaines d'Occident. C'est pas pire comme Ouais, job. ouais. Puis, C'est bon, c'est bon ben sur un oui. curriculum. Eh bien, il y en a un certain nombre d'autres qui vont réussir aussi, là, dont, bon, qui sont peut-être moins connus, mais Mérobodes, Mhm. tu vas voir Godancius. Puis on va arriver plus tard à un personnage qui est particulièrement important, Flavius Aetius. Aetius, Aetius. ça me dit quelque chose. Ah, Qui bon. est ce personnage éminent? Moi, j'aime Aetius. L'historiographie l'a appelé de manière récurrente le dernier des Romains. Ça promet. Est-ce que je peux faire un dernier aparté? Vas-y Juste donc. pour expliquer à quel point ça va pas bien, là. Puis qu'on Encore on une finisse autre de crise? mettre le- Tu vas-tu nous mais sortir une autre crise? nécessairement. Ok. Parce que là, écoute, je t'allais de crise fiscale en crise fiscale en crise fiscale. Mais les gars, dans le palais impérial, il y a encore de quoi manger, la vaisselle est encore pas si pire, puis on a du linge sur le dos. Ça va, OK? Ouais. C'est pas glorieux, mais ça vivote. Mais là, il y a encore un autre trou dans Ben le oui, ben oui. Là, je te parlais tantôt des Suèves puis des Vandales. bas. Mhm. Bon, l'Espagne, ça vaut-tu vraiment la peine d'envoyer des armées en Espagne, commencer à... Bon, on se lance dans une guerre d'attrition en Espagne. On en laisse des gros morceaux aller parce que ça coûte cher monter des campagnes. De toute façon, on n'a pas le temps, on est occupé. Ben Il oui. y a des barbares partout, il y a des usurpateurs partout. On se promène à gauche, à droite. On n'a pas les moyens de payer personne. Fait que l'Espagne, elle peut attendre. Mhm. Mais n'empêche, il y a éventuellement un certain nombre de campagnes qui sont entreprises. Puis dans les groupes qui occupent l'Espagne, je te parlais des Vandales tantôt, puis ils sont connus, les Vandales, Mhm. eux vont avoir une idée qui est intéressante. Ils partent de l'Espagne, puis ils se disent peut-être qu'on serait plus tranquille si on allait en Afrique. OK, il traverse. Ils se sont promenés, là. Fait que dis-toi qu'à l'origine, ils partent d'un coin, là, peut-être en Pologne. Mhm. Vont marcher à travers l'Allemagne, passer la Gaule, la France, descendre en Espagne. Ils se disent, ah ouais, on va faire un petit tour de bateau, débarquent au Maroc actuel. Puis ils n'arrêtent pas là, là. Ils se disent, ah ben ok, mais ça serait intéressant d'aller à un endroit en Afrique où est-ce qu'il y a des choses Mhm. intéressantes, importantes, où est-ce qu'on serait bien en Afrique, où est-ce qu'on serait bien en Afrique. Et là, je vais te poser une super de belle question, mon PO. C'est quoi les villes importantes dans l'Empire romain au 5e siècle? Ah non, je la craignais cette question-là. Ouais, on se la fait poser à tous les jours. Hein? Il y a deux grandes villes en Afrique du Nord, je pense. Je pense à Alexandrie, mais je pense aussi En Égypte, ça, oui. à la Libye, je pense. En fait, non, la Tunisie, Carthage. Carthage. Donc, Carthage, c'est une des villes les plus importantes de l'Occident. À cette époque-là. Ah, ben absolument. Ah, puis même, je dirais, à toute époque, là, ça a été une ville méditerranéenne très, très importante. Ouais, un grand centre commercial, Absolument. puissance maritime, jusqu'à ce que les Romains leur cassent la gueule. C'est de même ça s'est passé. Puis Mhm. ensuite de ça, bon, ils vont brûler la ville, l'ensevelir sous du sel, dire qu'il n'y aura plus jamais rien, réaliser qu'il y a des terres fertiles plutôt intéressantes dans le coin. Puis il y a du vent Bon. pour pousser le sel. Ils vont juste refonder la ville puis Ouais. devenir une ville super importante, tu sais. Et puis tout ça, ça nous amène d'une certaine façon à l'homme de la situation, le Flavius nouvel homme de la situation. Aetius. Mais pourquoi on a besoin d'un homme de la situation en général? C'est parce qu'il y a une situation. Puis là, Ok. juste pour parfaire ce tableau-là là, d'imperfection, quand les Vandales arrivent en Afrique puis prennent Carthage, ben là, les Ok, haricots là, ça sont va cuits. mal.
Écoute, on Les haricots arrive à sont un cuits point... une deuxième fois. Une troisième, quatrième, cinquième, Ils sont carbonisés rendus là. Ils sont là, plus bons. T'as T'as plus ça se envie de mange les plus. manger Je pantoute. comprends. Puis c'est un peu le constat qui se fait à la cour impériale, Mhm. qui est plus à Rome, maintenant est à Ravenne. Habituez-vous, c'est comme ça. Où est-ce qu'on dit aux alentours de 440, « Hey, on est en banqueroute. Mhm. On est maintenant un failed state. On n'est plus capable de faire face à nos obligations fiscales. On peut plus payer le monde. Ça y est. C'est fini. C'est fini. On est en faillite. » Et là, quand ta situation fiscale est rendue là, la seule chose d'à peu près expédiente qui reste dans l'Empire romain d'Occident à ce moment-là, c'est l'armée. C'est le seul élément qui fonctionne encore un peu. Au grand mot, les grands moyens. Il ne tient qu'au fait que tu as généralement un ou des hommes charismatiques qui sont capables de tenir ça ensemble. Donc là, on arrive avec ce qui est pas mal le dernier clou de cercueil, oui. Ouais, on touche le fond du baril Ben oui, de bière on parlait ou des du 1 baril tantôt. de vin. Puis les 1, c'est eux qui vont venir clouer le dernier clou sur le cercueil de l'Empire romain. Alors écoute, là, tu as la théorie des dominos tantôt. Donc tu dis, les 1, ça c'est un peuple des steppes euro-asiatiques. Bon, en tout cas, ils viennent de loin de toute façon. Puis ils vont tranquillement migrer Ils vont pousser vers les autres l'ouest. peuples, puis à un moment donné, eux-mêmes vont arriver, puis là, ça va être le carnage. Ben, c'est la thèse, c'est la thèse. Il y avait déjà une pression de toute façon, parce que pendant, puis ça c'est une théorie là, qui a un certain poids, mais pendant que la démographie méditerranéenne va très 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 mal, la démographie germanique puis asiatique a repris. Mais oui. Fait que là, il y a tout un poids qui s'en va d'est en ouest, puis avec lequel on doit composer. Et ça, en tant que tel, c'est pas un phénomène qui est nécessairement inconnu des Romains, sauf qu'il va y avoir un moment historique spécial. Les Huns vont avoir leur Alexandre le Grand, si tu veux. Donc, tant aussi longtemps qu'on se bat contre des petits rois barbares, un par un, on est capable de garder l'ensemble en équilibre. Mais le cauchemar, ce serait qu'ils s'unissent puis qui crée un empire juxtaposé sur l'empire déjà extrêmement affaibli. Et ce cauchemar-là va arriver. Sous Attila le 1, c'est ça? Sous Attila le 1. Donc lui va arriver là, son oncle qui était roi des Huns avant lui va Ruga. Unifier la plupart des tribus, on va vassaliser ou asservir beaucoup de peuples germaniques, les Ostrogoths, les Gépides et plusieurs autres. Et on va former cette espèce d'empire confédératif que Attila va centraliser autour de lui sur plus ou moins le territoire de la Hongrie actuelle. On va réunir une force qui est absolument capable de challenger les empires romains. Parce que là, je te rappelle que la cour est divisée entre Est et Ouest. Et il va tester l'eau du bain une première fois en 448, si je ne m'abuse. Et il va rentrer dans les Balkans, se promener de ville en ville, les piller, exiger une rançon. Une petite balade militaire, quoi. Absolument. Il va se rendre compte que cette affaire d'Empire romain-là, c'est plutôt riche, c'est intéressant. Puis qu'il est capable d'obtenir le paiement d'un tribut de ces gens-là qui, finalement, sont plus en état de se défendre. Et c'est ce que l'Est va faire. Constantinople est encore assez riche pour se dire de donner l'argent, payer la rançon. Puis... Mais pas l'Ouest. Pas l'Ouest. L'Ouest n'a plus cette capacité-là. Parce que le bas, ça fait un bout qui est vide là-bas. Tout à fait. Donc, Attila va faire 2 campagnes dans les Balkans et lors de la deuxième, va plus ou moins se casser les dents sur les murs de Constantinople. Donc, la capitale qui est assez bien fortifiée pour qu'on dise qu'il piétine devant, il perd son temps, il n'y a plus grand-chose à piller de toute façon parce qu'ils ont fait le tour. Les Goths étaient déjà passés là avant eux, une vingtaine d'années avant. Il y a un déclin là, quand même là, de la... on va dire de la qualité du pillage que tu peux faire dans l'espace balkanique. Fait que c'est moins intéressant. Mais il se dit, où c'est que je peux frapper? Puis il a trouvé le ventre mou, c'était l'Ouest, c'était la côte. Donc, il va porter son armée sur les territoires gaulois. Et là, il y a cet extraordinaire fait d'armes où est-ce que Flavius Aetius, l'homme de la situation que j'ai nommé tantôt, qui est lui-même un général passablement barbarisé. Son père était un général du nom de Gozentius, possiblement un Goth. Sa mère était absolument romaine. Lui a été élevé à la cour impériale avant de devenir otage chez les Visigoths et ensuite, pendant son adolescence puis son jeune âge adulte, chez les Huns.
Et finalement, tout ça est normal parce que ça Tout ça est représente normal. l'époque. Une époque Ben, de... ça représente l'époque, c'est-à-dire que quand on conclut des traités avec d'autres puissances, on Ouais, s'échange du monde c'est pour ça. s'assurer de la bonne foi. C'est pas des gens là, qui sont otages au sens captif des ramaneurs. Ouais, Ils se ils ont un promènent, certain ils font style leur... de vie. Oui, ça va. On les invite à la chasse, ils viennent manger avec toi, ils sont Mhm. bien chums. Puis, Mais ils pourraient quand même tous se faire trucider si t'es pas de bonne humeur. ouais, mais en général, tu essaies d'éviter ça parce que c'est quand Ouais. même un camouflet diplomatique. C'est Ouais. pas, tu fais pas ça. Ils sont invités chez toi. Tu sais. C'est ça. Fait que, T'es non, gentil avec t'essaies les d'être autres. fin. Tu sais, Ouais, ouais. tu trucides pas tes invités. C'est important, l'hospitalité. Oui. Donc, Aesius connaît bien les Huns parce qu'il a été otage chez eux. Certains historiens disent qu'il a même connu Attila, Personnellement. personnellement, Oh. qui ont peut-être même été amis. Ben voyons donc. Ah oui? Mais Aesius sait, écoute, monter à cheval, tirer de l'arc comme un vrai guerrier des steppes. Ça n'empêche pas que c'est un Romain. Ouais. Il va rentrer chez eux, il va faire une belle carrière militaire d'ailleurs, avec l'aide des Huns qui vont lui prêter des troupes là, fréquemment. À chaque fois qu'il a besoin de se chicaner avec quelqu'un à la cour ou ailleurs, on te prête des troupes. Mais tant et si bien que les Huns rentrent chez eux avec un certain intérêt pour ce qui se fait dans l'Empire romain d'Occident. Ils disent, hey, là, on les aide, on dit ça, mais si on arrêtait de les aider puis qu'on se servait, il y a du potentiel là aussi, oui. Ouais. Et à partir de 449, là, ça devient une espèce de course pour Attila à créer assez de casus belli pour être capable d'entrer en guerre avec l'Empire romain en ayant l'air smart. Et là, attention, là, il va utiliser tous les prétextes possibles et imaginables. Une querelle de succession chez les Francs, où il va soutenir l'aîné plutôt que le cadet. Le cadet va être adopté par Aetius, qui va protéger ses droits. Là, on parlait tantôt des Visigoths qui sont installés à Toulouse. Donc, Attila, à eux, va envoyer des lettres en disant « écoutez, on va venir se débarrasser de vos oppresseurs romains si vous nous aidez. » Et il envoie aussi des correspondances aux Vandales où il dit « Hey, si vous nous aidez à vous débarrasser des Romains, on va vous aider à se débarrasser des Visigoths. » Déjà là, les temps ont changé parce que c'est les barbares, tout d'un coup, qui ont l'initiative. C'est eux Les qui sont les barbares bons. font de la politique. Exactement. Et ils se coupent mêlent l'herbe de sous la le pied des politique Romains. impériale, absolument. Ouais. Et ça, c'est une transition qui est importante parce que ces gens-là ont des ressources, ils ont des soldats, ils ont des États. Ils peuvent faire de la politique, mais tous ces gens-là sont aussi des magistrats romains à quelque part. Ouais. Attila lui-même va être nommé magister militum, il est maître des armées. Et c'est un titre qu'on lui remet en même temps que son paiement. Donc, Constantinople, la cour d'Orient ne paie pas de rançon, elle ne paie pas de tribut. Ce serait abject pour eux de faire quelque chose comme ça. Mais Ils vont pourtant, lui payer un salaire. Voilà. Ah, parce que maintenant, il travaille pour On nous. n'est pas dans la rançon, on Non, est non, dans non, l'échange de services. Ben, vous nous envahissez pas, on vous donne de l'argent. Ben oui, parce On que est des maintenant, amis. vous nous protégez si vous nous Voilà. envahissez pas. Voilà. Mais écoute, pure sémantique. Le fait étant quand même que, en se parant de ces titres-là, ces gars-là, les rois barbares, se disent légitimement, mais on peut faire de la politique romaine, nous aussi. Après tout, on fait partie de l'ensemble politique romain. Et Ouais. la plupart d'entre eux n'ont pas d'autres ambitions que de se romaniser le plus possible. Et de faire partie de cet ensemble-là. Simplement, ils veulent le faire selon leurs termes. Mais tu sais, moi je pense que c'est une excellente façon, ça, de boucler la boucle, surtout considérant qu'on parle de tout ça depuis un bon petit moment déjà, mais je me dis c'est justement quand les barbares commencent à se romaniser que Rome perd le monopole de la violence politique, si on veut. Parce que tout d'un coup, précisément à cause de la division entre l'Est et l'Ouest, il y a d'autres acteurs qui commencent à accaparer beaucoup de ressources grâce, si on veut, à la compétition des pouvoirs, mais surtout, les temps ont changé. Il y a juste d'autres Et dans personnes. une autre conversation, on pourra dire comment ce n'est pas cette scission entre Est et Ouest. Ça, c'est la coupure pédagogique imaginaire qu'on a créée pour être capable de justifier que maintenant, on était dans un monde germanisé, barbare en Occident, et que de cette synthèse-là allait naître notre Moyen-Âge. Mais à l'Est, Constantinople, qui est l'État successeur, continue à penser selon les mêmes paramètres. On ne se dit pas « Ah, l'Empire romain est tombé ». Non, du tout. Quand Romulus Augustule est déposé, l'empereur de Constantinople, Zénon, se dit « Parfait, je suis maintenant le seul empereur d'un empire romain réunifié. » Et c'est comme ça qu'on rattrape les échecs de l'autre voisin. Je te parlerai un autre tantôt de la reconquête justinienne. On n'a pas fini avec l'Empire. On n'en a jamais fini avec l'Empire, mais ça fait déjà un bon moment qu'on en a fini avec notre verre. Écoute, Vincent, je te remercie beaucoup pour avoir été avec nous. On vous remercie aussi de nous avoir écoutés.
Si vous aimez notre podcast, gênez-vous pas, abonnez-vous. On vous dit à la prochaine.